Merci. Merci beaucoup à vous tous et merci au Hackfest de m'accueillir encore une fois cette année. Je vais commencer par vous dire qui je suis. Première des choses, je ne suis pas un spécialiste en informatique, contrairement à plein de présenteurs ici aujourd'hui. Je suis un spécialiste du lien entre l'électronique et le logiciel. Donc, je fais beaucoup de développement de pilotes de périphériques ou de logiciels embarqués, soit sur Linux, soit sur Windows. C'est un peu ce qui m'a amené à vouloir connecter un GPU avec du logiciel. Et c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est ma deuxième présentation au Hackfest. Il y a eu une présentation l'année passée qui était vraiment la... Oups! J'ai pesé sur le mauvais bouton, pardonnez-moi. C'est vraiment le début de l'histoire qu'on continue aujourd'hui. Donc, l'année passée, j'avais une présentation qui s'intitulait « Utilisation du GPU pour l'inspection de trafic réseau ». J'avais une technologie qui permettait de faire ça. Maintenant, j'ai un produit qui est vraiment plus appliqué au monde de la sécurité et c'est le produit que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, avant de commencer, on va faire un petit peu de vocabulaire. Dans mon titre de présentation, je parlais de haute vitesse. On va s'entendre sur qu'est-ce qu'un lien de réseau haute vitesse. J'ai fait des petits calculs, j'ai fait un tableau. Donc, si on parle d'un lien 1 gigabit par seconde, on va être capable de passer 119 275 paquets d'1 kilooctet par seconde, 1,4 million de paquets de 64 octets, et on va avoir un octet à toutes les 8 nanosecondes qui vont sortir du lien à 1 gigabit. 1 gigabit, c'est pas mal le lien qui est rendu standard partout, sauf dans les salles de serveurs où on est rendu à des vitesses plus rapides que ça. 10 gigabits, ben là, on parle de 14 millions de paquets maximum par seconde. On parle de 0,8 nanosecondes entre chaque octet. Si on parle d'un lien 40 G qui est rendu courant, 56 millions de paquets, 0,2 nanosecondes par octet. Les temps par octet vont être importants plus tard aussi. Le 100 G, qui est aussi disponible maintenant, et même on a plus vite que 100 G de disponible, mais bon, arrêtons à 100 G pour tout de suite. 142 millions de paquets, 80 picosecondes de délai entre chaque octet. On va essayer d'avoir une meilleure idée de qu'est-ce que 80 picosecondes. Si je prends la salle ici, aller-retour à pied, un bon coureur, quelques secondes. Le son, si je me fie à mon écho au fond de la salle puis revenir, quelques millisecondes, 40 à peu près. Si on parle de la lumière, aller d'ici au fond et revenir, 80 picosecondes à peu près. C'est ça, 80 picosecondes. C'est moins qu'un coup de cloque sur votre processeur, même si vous avez un processeur super rapide, à moins que vous ayez un processeur à 12 GHz, c'est moins qu'un coup de cloque. Donc, c'est rapide. C'est pour ça aussi que les options logicielles commencent à avoir de la difficulté à suivre la route. On a les options logicielles que je vous parle ici. Donc, c'est le CPU qui effectue toute l'analyse puis qui décide si un paquet doit être capturé ou pas capturé. C'est plein d'outils qui fonctionnent avec ce modèle-là. Wireshark étant un bon exemple. Qui a déjà utilisé Wireshark? Dans une salle comme aujourd'hui, je m'attendais à ce que ça soit à peu près ce pourcentage-là. Donc, c'est le CPU qui fait tout le travail. Naturellement, on a des CPU de plus en plus rapides. On a des CPU multicœurs aussi, ça aide. Donc, ça va bien aller. Il y a différents outils qui vont utiliser cette solution-là. J'ai souligné Netmon, parce que Netmon vend des racks, pas des racks, mais des équipements qu'on met dans un rack. Donc, des équipements matériels. On pense qu'ils ont une solution matérielle pour faire la capture puis l'analyse des paquets, mais c'est une solution software. Donc, c'est un ordinateur qu'on vous vend dans un rack. Oui, l'ordinateur a été spécialement conçu pour ça, puis bon, il est bien balancé pour faire le travail, mais c'est quand même le CPU qui fait tout le travail. Parfois, on va utiliser le DPDK. J'ai mis le petit logo avec le Data Plane Development Kit pour ceux qui ne connaissaient pas le DPDK. On s'est rendu compte quand on utilisait les solutions logicielles pour faire la capture à plus haute vitesse que le système d'exploitation lui-même devenait un emmerdement. Le système d'exploitation est obligé de passer chacun des paquets pour la stack réseau. Donc, on a inventé une solution sur Linux qui permet de passer les données directement vers l'application qui va faire le travail et bypasser, donc contourner complètement le système d'exploitation puis le pile réseau du système d'exploitation pour sauver du temps
encore une fois. Le but étant de pouvoir faire une solution logicielle, mais qui va permettre d'aller vers des liens un petit peu plus rapides. Donc, DPDK. La limite est encore ici la vitesse. Parce qu'il y a du monde qui a utilisé Wireshark avec un ordinateur normal pour faire de la capture à 10 gigabits par seconde. Et il y a une raison pour ça. C'est que Wireshark, avec le CPU, n'aura pas le temps de fonctionner. On l'a dit tantôt, à 10 gigabits, c'était 0,8 nanosecondes. Donc, pour chaque byte, le CPU a à peu près 10 coups de cloque pour décider si oui ou non je continue à processer ce paquet-là ou pas. On a plusieurs cœurs, ça aide un petit peu, mais ce n'est pas suffisant pour un lien 10 gigabits où il passe vraiment beaucoup d'informations. Il y a des solutions matérielles. J'ai mis en haut le processeur spécialisé qui était à la mode quand on recule à peu près fin des années 90, des années 2000. Donc, on a des processeurs qui étaient spécialement désignés pour faire de l'analyse des paquets, pour implémenter des routeurs ou encore faire de la capture. Puis, il y avait des instructions spécifiques pour vérifier les checksums, pour faire du offload et tout ça. C'est quelque chose qui est moins populaire maintenant à cause de la vitesse des liens qui ont encore augmenté. Donc, quand on pensait au 1 gig, on pensait au 10 gig, le processeur spécialisé était une bonne chose. Quand on arrive au 40 ou 60, c'est quelque chose qui va déjà moins bien. Donc, il y a les ZIC aussi qui ont existé. Donc, il y a encore plein de compagnies qui font des ZIC. Naturellement, le problème de faire un ZIC, c'est le coût. Il y a juste les grosses compagnies qui peuvent se permettre de le faire. Bon, si on prend Cisco, ils ont des ZIC spécialement pour faire le filtrage de paquets, la capture de paquets. Mais c'est quelque chose qui manque un peu de flexibilité. Le trend, présentement, il ne faut pas se le cacher, c'est le FPGA. Beaucoup de compagnies vont faire des équipements basés sur des FPGA. Pour ceux qui ne connaissent pas les FPGA, c'est des Field Programming Gate Array. Donc, c'est un peu comme des ZIC, mais on peut les reprogrammer dans le champ. Donc, on peut avoir une bonne vitesse. Puis comme on peut les reprogrammer, ben, ça nous aide aussi à mettre le traitement qu'on veut dans ces FPGA. Donc, il y a des compagnies qui offrent des librairies pour faire de la filtrage de paquets ou de l'analyse de paquets. Puis, on peut prendre leur IP, les mettre dans un FPGA pour faire le travail. Si on regarde FPGA versus logiciel, ben, le FPGA a un gros avantage, c'est la latence. La latence d'un FPGA, ben, c'est de l'ordre de 2 fois le traitement d'un octet environ. Donc, on parle de quelques nanosecondes environ. La raison pourquoi, c'est que le FPGA, lui, traite les bytes à mesure qu'il arrive, puis il faut qu'il soit déjà prêt à traiter le prochain avant qui va arriver, avant de continuer. Donc, il y a une obligation forte de traiter chacun des octets qu'il va recevoir dans le temps que ça prend pour recevoir un octet, pour être prêt pour le suivant. Donc, la latence est vraiment très minimale. Désavantage de FPGA, c'est le coût du matériel. Il faut que j'achète une carte, soit un appareil au complet qui contient un FPGA, soit une carte que je peux mettre dans un PC qui se vend maintenant avec un FPGA dessus qui va faire le traitement. Ces cartes-là vont valoir, 7, 8 000, 10 000, 12 000, 15 000. Et si on parle d'équipement au complet, on compte encore plus cher dans les prix. Donc, c'est quelque chose qui coûte un petit peu plus cher. La flexibilité va souffrir un peu dans le logiciel. C'est sûr qu'on pouvait faire ce qu'on voulait. À la limite, on a le code source de notre outil souvent, donc on peut aller changer ce qu'on veut s'il y a une fonctionnalité qui nous manque. Dans un FPGA, on va utiliser des IP qui sont déjà faits, qui sont faits pour aller dans un FPGA. Si cet IP-là ne fait pas notre affaire, il faut en développer un autre, développer des IP pour les FPGA. C'est plus touché, ça demande des spécialistes de FPGA. Ça demande de développer pour ça prend les outils pour développer ça, simulation, développement et tout ça. Donc, c'est un peu plus long et un peu plus difficile. Donc, la flexibilité, c'est un petit désavantage à ce niveau-là. Naturellement, moi, ce que je viens de vous parler, si on se souvient de la première présentation dont j'ai fait l'année passée, c'était l'utilisation du GPU. J'ai eu à connecter un GPU avec une carte d'acquisition de données. Ce n'était pas une carte réseau, c'était une carte d'acquisition de données qui était connectée après des microscopes pour faire de la recherche. Mais on me demandait d'envoyer les données directement de la carte d'acquisition vers un GPU. Quand j'ai fait ça, je me suis dit, oups, petit intérêt pour la sécurité informatique, je pourrais prendre les données du réseau, les envoyer sur la carte du graphique, puis faire l'analyse par le GPU. Donc, j'ai pensé à une solution que je vous présente aujourd'hui qui ressemble à ça. Donc, en premier lieu, la personne qui veut faire la capture écrit un filtre, exactement comme si elle voudrait écrire un filtre pour filtrer dans Wireshark.
il y a un petit programme qui convertit ce filtre-là dans un programme qui va être capable de s'exécuter sur le GPU. Donc, qui est programmé soit en OpenCL ou en CUDA. OpenCL sur Windows, CUDA sur Linux. Troisième étape, c'est que la carte réseau ici a été modifiée. Pas la carte réseau reste la même, mais le pilote de la carte réseau a été modifié pour envoyer les paquets directement dans la mémoire de la carte graphique. Il y a d'autres personnes qui ont tenté des approches avec des GPU qui se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes de performance à cause que les paquets étaient premièrement envoyés dans la mémoire de l'ordinateur et ensuite recopiés vers la mémoire de la carte graphique. Donc, on avait une double copie, une perte de temps aussi de synchronisation entre ces deux choses-là. Donc, moi, je voulais absolument être capable d'éliminer cette étape-là. Quatrième étape, le GPU traite les paquets. Naturellement, il ne traite pas un à la fois. La force d'un GPU, c'est d'être capable de faire plusieurs choses à la fois. Donc, les cartes graphiques ont des centaines de corps, voire des milliers de cœurs, c'est qu'ils vont pouvoir traiter un grand nombre de paquets à la fois. Donc, c'est lui qui va faire. Une fois que le GPU a décidé quel paquet devait être envoyé, il y en a qui n'ont pas besoin d'être analysés plus que ça, ils n'ont pas besoin d'être affichés dans l'outil d'affichage de capture. Donc, ceux-là vont être oubliés tout simplement, vont mourir dans la mémoire de la carte graphique, mais les autres vont se ramasser dans la mémoire du PC, vont être transférés par la carte graphique dans la mémoire du PC pour, à ce moment-là, que l'outil qu'on va utiliser puisse les afficher. Différence entre le GPU et les FPGA. Première des choses, c'est que pour profiter du parallélisme du GPU, il faut que j'attende minimalement d'avoir reçu 32 ou 64 paquets. Je dis 32 ou 64 parce que ça dépend des cartes graphiques. Des cartes graphiques dont les processeurs marchent en groupe de 32. Certaines autres cartes graphiques où ça fonctionne en groupe de 64. Donc, avant de commencer à traiter, à vérifier si les paquets doivent être capturés ou pas, on attend d'avoir reçu un certain nombre de paquets. Donc, on a beaucoup plus de temps pour traiter chacun des paquets. Parce que si j'attends d'avoir 64 paquets, avant d'avoir un autre groupe de 64 paquets, ça va prendre au moins le temps de recevoir 64 paquets. Donc, j'ai tout ce temps-là, beaucoup de temps, on parle de quelques microsecondes, mais beaucoup de temps pour analyser chacun des paquets et décider si oui ou non je veux effectuer la capture de ce paquet-là. Donc, désavantage GPU, c'est la latence, naturellement. Quand j'attends d'avoir 64 paquets, le temps passe, puis il n'y a rien qui se passe. Donc, il y a une petite perte de temps. Pas une perte de temps de calcul, parce que le calcul fonctionne en continu, mais si j'ai besoin d'avoir une réponse vraiment très, très précise de quand ce paquet-là est arrivé, avoir une réponse tout de suite, le GPU a un petit peu plus de difficulté que les FPGA à le faire. On va avoir un délai, une latence dans l'ordre du quelques microsecondes. L'avantage du GPU, c'est le coût du matériel. Les cartes d'FPGA, comme je vous disais, c'est dans les 10 000 et plus. Une carte graphique, heureux, c'est beaucoup moins cher que ça. Il y a deux choses aussi qui drivent le prix des cartes graphiques plus bas. C'est les gamers, qui utilisent beaucoup de cartes graphiques, donc qui font monter le volume et baisser le prix. Puis l'intelligence artificielle maintenant qui utilise des cartes graphiques pour faire l'entraînement des réseaux. Donc, il y a des cartes graphiques qui peuvent faire le travail pour pas cher. Tantôt, je vais faire une petite démonstration. Je vous parlerai du modèle de carte que j'utilise. Donc, récapitulatif, côté latence, on a le FPGA dans le bout des nanosecondes. Le logiciel qui va dans le coin des millisecondes presque, ou en tout cas de plusieurs centaines de microsecondes. Puis on a le GPU entre les deux, dans l'ordre des microsecondes. Le coût, c'est la même chose. Le logiciel, ça coûte vraiment pas cher. Ça nous prend un ordinateur, c'est tout. Donc, quelques milliers de dollars si on veut un ordinateur performant. Si on va dans le FPGA, là, c'est quelques dizaines de milliers de dollars souvent. Et le GPU, un petit peu plus cher que le logiciel, naturellement, il faut payer la carte graphique, mais pas plus que ça. Côté des vitesses, le FPGA va nous couvrir jusqu'au 100 GB et même plus maintenant. Le logiciel, on est bloqué un peu au gigabit, peut-être un petit peu plus que le gigabit, mais pas beaucoup. Et le GPU va nous permettre d'aller faire des captures sur des liens jusqu'à une quarantaine de G assez facilement. Donc, pourquoi je voudrais faire des analyses vraiment plus poussées comme ça? Pourquoi j'ai besoin de la puissance de calcul du GPU? Pourquoi j'ai besoin de la puissance de calcul d'un FPGA? Pourquoi le logiciel simplement ne suffit pas? Bon, premièrement, j'ai expliqué que aux vitesses que ça se passe, le logiciel, à un moment donné, il peut juste même plus faire de traitement simple.
mais pourquoi qu'on a besoin de ces traitements plus compliqués. Donc, quand on parle de filtres simples qui sont faits actuellement par les solutions logicielles, on parle de filtres qui vont examiner les types de paquets Ethernet, les protocoles IP, les adresses de source de destination, les adresses de port, les numéros de port de source ou de destination. Donc, des données qui sont des endroits fixes dans les paquets, surtout dans les entêtes des protocoles. Quand on parle de filtres plus complexes qui sont permis par des GPU, bon, ici, j'insiste sur les GPU, mais c'est aussi permis par les FPGA, naturellement, on n'est plus limité à des comparaisons comme ça. On va pouvoir aller analyser toutes les données qui sont dans le paquet. Donc, pas juste les entêtes, pas juste certaines parties des entêtes, pas juste l'adresse, pas juste les numéros de port. On va pouvoir aller fouiller dans toutes les données pour chercher certains patrons de données. Donc, on pourrait aller chercher des numéros de carte de crédit, des mots de passe, des logins, des numéros de téléphone, des adresses IP et plein de choses de ce genre-là aussi. On peut le faire en allant chercher tout simplement des chaînes, des signatures, soit des signatures de malware aussi, si on est de l'autre côté de la clôture, soit d'autres types. On peut même utiliser des expressions régulières. Beaucoup de compagnies maintenant qui vont utiliser des expressions régulières pour chercher les intrusions, à cause que, bon, chercher des signatures, c'est limité. Les signatures changent souvent, donc on cherche plutôt des patrons spécifiques dans certains types d'adresses ou autres. Avec une solution, avec un GPU, on pourrait même aller plus loin qu'une expression régulière. Il n'y a rien qui empêche que quelqu'un écrive un programme en C, ou, en tout cas, ça ressemble presque à du C. Quelqu'un qui programme en C peut le faire, qui va s'exécuter directement sur le GPU. Donc, si vous êtes capable d'imaginer un moyen de détecter des intrusions ou des menaces et d'être capable de le coder en C, je vais être capable de le relier sur le GPU en utilisant la performance du GPU puis surtout le parallélisme du GPU. Donc, on peut programmer n'importe quoi comme détection. Pourquoi qu'on voudrait avoir des fils plus complexes? Parce qu'on n'a pas le choix. C'est plate, mais on n'a pas le choix. Les pirates n'utilisent pas tous la même adresse IP. On voudrait que tous les pirates utilisent la même adresse de source. Donc, ça serait facile dans nos règles de dire, si ça vient de cette adresse-là, on a trouvé notre menace. Mais ce n'est pas le cas. Ils n'utilisent pas non plus le même numéro de port et utilisent des canaux de communication légitimes. J'ai vu des conférences l'année passée ici où on faisait de l'exfiltration de données en envoyant des requêtes DNS. Donc, oui, une requête DNS, la destination est un serveur DNS. Okay? La source est une machine à l'intérieur de ton réseau. Bon, correct, on ne peut pas dire que c'est problématique. Les numéros de port, c'est le protocole DNS, tout est beau. Donc, c'est le contenu qui nous intéresse. C'est le contenu de la requête. Est-ce que l'adresse de la machine qu'on est en train d'envoyer au DNS ressemble à une adresse de machine normale ou ressemble à 128 bytes de données encryptées d'une certaine manière pour former une adresse? Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas le choix de passer à des recherches plus complexes. C'était l'exemple que je donnais ici. Deuxième exemple, si c'est une attaque sur un serveur web, écoutez, si c'est le port 80 ou c'est le port du web encrypté, si les numéros de port sont corrects, les numéros de machine sont corrects, il faut aller voir le nom de la requête, il faut aller voir l'URL de la requête pour voir s'il y a quelque chose de malveillant à l'intérieur. Donc, il faut aller chercher dans les données. Vous allez me dire, ouais, mais c'est tout encrypté anyway, ça fait que même si je suis capable de le voir à 10 gigs, ça ne me donne rien. Et je vais vous dire que c'est faux. Il y a plein de choses qui ne sont pas encryptées. Les adresses IP, naturellement, les requêtes DNS ne sont pas encryptées. Il y a certains autres types de requêtes qui ne sont pas encryptées. Donc, tout ce qui sert pour le routage est nécessairement pas encrypté. Les requêtes qui s'adressent à votre serveur sont encryptées, mais vous savez comment les décrypter. S'ils sont encryptés et que vous ne savez pas comment les décrypter, je vais en parler tantôt. Mais il y a des équipements que vous pouvez acheter qui vont être mis en bordure de votre réseau pour décrypter les requêtes. Donc, faire déjà le traitement, faire le décryptage avant que ça arrive au serveur. Donc, on peut faire la capture et l'analyse des menaces une fois que le trafic est décrypté. Donc, je n'ai pas listé les compagnies qui font ce genre d'équipement-là, mais c'est quelque chose qui est déjà disponible et c'est quelque chose que le GPU pourrait faire aussi si jamais on voudrait le faire. Les données cryptées sur votre réseau. En fait, je vais être plus sévère que c'est faux. Je veux dire, s'il y a des données cryptées
qui se promènent sur votre réseau et que vous ne pouvez pas les décrypter. C'est une des 4 possibilités suivantes. Un, c'est des messages d'authentification. Donc, c'est des fois de serveur qui l'a encrypté, mais il a utilisé une clé privée, une clé publique pour l'encrypter, pour l'envoyer à quelqu'un d'autre qui va le décrypter. Naturellement, si c'est votre serveur qui l'a encrypté puis qui l'a envoyé, c'est déjà moins menaçant. Ça peut aussi être un message qui est destiné à un logiciel malveillant qui, lui, va savoir comment le décrypter. Donc, juste le fait de ne pas être capable de le décrypter, c'est un indice que c'est quelque chose qui n'est pas gentil. Ça peut être des données qui fuient aussi. Ça peut être un logiciel qui a réussi à rentrer sur vos serveurs puis qui envoie des données encryptées à un autre serveur avec votre base de données, tout simplement. Donc, encore une fois, si vous n'êtes pas capable de le décrypter, c'est déjà mauvais signe. Puis, si ce n'est pas un de ces deux cas-là, ben, on s'en fout. Il y a des données que personne n'est capable de décrypter sur le réseau, mais ils ne sont pas utiles à personne. Mais naturellement, c'est les deux autres cas avec les petits X rouges qui nous préoccupent. OK. Donc, maintenant, je vais parler à comment on utilise l'outil que j'ai développé, que j'ai appelé GPU DPI. GPU pour, naturellement, le Graphic Processor Unit. DPI pour Deep Packet Inspection. C'est intégré à Wireshark. C'est que j'ai vu les mains tantôt. Une grande majorité des personnes ici ont déjà utilisé Wireshark. Si vous avez utilisé Wireshark, vous êtes capable d'utiliser la solution que je vous propose aujourd'hui. Si vous n'utilisez pas Wireshark, parce qu'il y a des compagnies qui utilisent des outils plus évolués un petit peu, il n'y a pas de problème. C'est qu'on va utiliser mon système sur un ordinateur, puis on va utiliser le système de capture sur un autre ordinateur. Donc, je vais avoir un ordinateur avec 2 cartes réseau, une d'entrée, une de sortie. Les paquets vont rentrer, on va les passer dans le GPU pour savoir oui ou non je veux le capturer. Si oui, je le fais sortir par la deuxième carte, puis on peut le capturer avec une machine qui, oui, est très bonne à faire de la capture, mais peut-être pas aux vitesses où on aurait une carte d'entrée ici. Souvent, dans des solutions comme ça, j'ai une carte d'entrée à 10 GB, carte de sortie à 1 GB seulement pour aller vers l'autre ordinateur. On peut aussi utiliser GPU DPI, non pas pour capturer, mais pour mettre entre deux réseaux. Donc, je pourrais avoir une solution, encore une fois, avec 2 cartes réseau, 2 réseaux différents. On regarde tout ce qui passe. Oui, il n'y a rien qui m'empêche de sortir certains des paquets pour aller faire l'affichage. Les paquets qui sont passés d'une carte à l'autre ne passent jamais par la mémoire de l'ordinateur. La première carte réseau envoie les données dans la mémoire de la carte graphique. La deuxième carte réseau va les chercher directement dans la mémoire de la carte graphique pour passer. J'essaie d'éviter la mémoire du PC parce que la mémoire de la carte graphique est plus rapide. Puis le GPU est beaucoup plus rapide quand il travaille dans la mémoire, naturellement, de la carte graphique que s'il travaille dans la mémoire du PC. Donc, on pourrait utiliser l'outil pour faire un firewall ou un routeur en utilisant le GPU pour faire le traitement. Naturellement, on rajouterait une petite latence qui n'est peut-être pas intéressante dans le cas, surtout dans le cas d'un routeur. L'outil va fonctionner sur Windows 10, les versions 64 bits, ou sur Ubuntu 18.04. Les cartes réseau qui sont compatibles, c'est les cartes Intel Pro 1000 à 1 GB. Naturellement, compatible, oui. Intérêt un peu moins intéressant, parce que si on est sur un lien 1 gigabit, on n'a peut-être pas besoin d'utiliser un outil du genre pour faire la capture et l'analyse des paquets. 10 gigabits, encore une fois, là, ça commence à être vraiment plus intéressant. Puis bon, bientôt, le 40 gigabits. Les cartes graphiques qui sont compatibles, ce n'est pas toutes les cartes graphiques qui sont compatibles. Sur Windows, on va utiliser les cartes graphiques AMD, la famille Radeon Pro, donc WX 5100 jusqu'à 9100, qui sont des cartes puissantes et à prix très raisonnable. Sur Linux, on va utiliser les cartes graphiques de NVIDIA. Donc, il y a beaucoup de modèles qui sont possibles d'utiliser. Des fois, j'oublie de mettre Tesla, parce que c'est des cartes graphiques à 10-12 000 $. Donc, c'est moins intéressant un petit peu. Mais ce que j'utilise pour mes types, c'est une P4000 qui coûte 1 000 $. Donc, quelque chose d'à peu près raisonnable, même de très raisonnable. Donc, je vais faire une démonstration de l'outil. J'avais oublié mon fil, mais l'équipe Jackfest m'a trouvé un fil. Donc, j'ai emmené ma tour, naturellement, pour pouvoir faire la démonstration. On voit qu'il y a 2 cartes graphiques dedans. Une qui va être utilisée pour
l'affichage, puis l'autre qui va être utilisé pour le traitement. Je vous dis ce que j'ai dans mon ordinateur. Donc, j'ai bon, premièrement, un motherboard Asus X99 avec un processeur i7 standard. Le processeur travaille un petit peu quand même, parce que c'est lui qui répond aux interruptions de la carte réseau, donc il y a quand même un petit peu de travail à faire. Mais le gros du travail est naturellement fait par la carte graphique. La carte graphique que j'ai ici, c'est une WX 5100, donc la carte graphique la moins chère qu'on peut utiliser avec mon système, si on veut. C'est une carte graphique qui vaut à peu près 500 $. Et on va voir qu'elle fait le travail pour un lien DJI sans problème. Puis, naturellement, si on aurait des fils plus complexes, des choses plus complexes à faire, il n'y a rien qui nous empêche d'aller vers des cartes graphiques un petit peu plus haut de gamme ou d'en mettre même plus qu'une pour faire le travail. Carte réseau que j'ai ici, c'est une 10 GB, environ 300 $, donc 2 parts. Naturellement, si j'ai 2 parts et si je tenais à avoir 2 parts, c'est que ici, je n'ai pas de réseau de gig espionné. Donc, je vais me générer du trafic pour faire le. Et on voit la boucle. Oups. Je suis arrivé un petit peu juste aussi pour la présentation. Puis naturellement, il y avait une autre présentation avant aussi. Ça fait que... Je vais quand même, juste avant de changer le câble HDMI, poursuivre ici. Donc, la démonstration que je vais vous faire, c'est, on imagine qu'on essaye de voir si quelqu'un exfiltre des données par des requêtes DNS. Ce que je vais générer comme trafic synthétique, c'est environ 960 mégaoctets par seconde, donc 80% du lien 10 gigabits qui va être utilisé. Naturellement, le 99,9% de ce trafic-là, c'est de la merde. Là. C'est des données générées aléatoirement parce que, bon, je n'ai pas une puissance de calcul puis je n'ai pas un réseau qui me génère du trafic. Puis il y a une petite partie qui sont des requêtes DNS, une partie valide, puis une partie où vous allez voir que c'est pas super intéressant. Donc, ici, j'ai des filtres que je vais utiliser durant ma démonstration. Donc, je ne me casserai pas la tête. Je me dis, les paquets qui vont m'intéresser vont aller vers mon DNS. Les paquets vont être sur le port 53. Je n'ai pas spécifié UDP, TCP, parce que, d'un, ça ne changeait pas grand-chose. Et deux, il pourrait avoir du trafic DNS sur UDP et sur TCP. Donc, le premier test que je vais faire, c'est avec celui-là. On va voir que je vais pogner tous les paquets DNS. Et après, je vais rajouter une autre condition qui va être le NIP. Donc, c'est quelque chose que les utilisateurs de Wireshark ne connaissent pas parce que c'est une commande qui est vraiment spécifique à GPU DPI. Donc, je dis, je cherche dans tous les paquets IP. Ben là, pas tous parce que j'ai mis des conditions avant. Je cherche dans les paquets IP en utilisant une expression régulière. Donc, le regex est là pour ça. Puis, entre les guillemets, ben, c'est l'expression régulière que je vais utiliser. Le premier 20, ben, pas le premier, mais le 20, on va voir qu'on peut mettre un deuxième chiffre plus tard. Mais le chiffre 20 dit commence à l'offset 20 à ta recherche. Donc, je sais qu'au début d'un paquet IP, il y a l'entête UDP, il y a l'entête DNS qui ne contient pas de données intéressantes. Je vais sauver un petit peu de traitement en commençant ma recherche où les noms peuvent rechercher. Ce que je lui dis de rechercher, c'est recherche une string qui, tout d'un bout, contient plus que 15 lettres, entre 15 et 250 lettres, qui sont des chiffres ou des numéros. Donc, si quelqu'un a essayé d'encoder quelque chose du style U64 ou encrypter quelque chose, ben on va le voir comme ça. Habituellement, les noms de machines ne sont pas si longs que ça. Donc, je peux aller chercher quelles longueurs sont intéressantes. Si j'ai plus d'informations, ça a changé dans mon oreille. Hein? Ça a changé pour vous aussi? M'entendez-vous bien quand même? OK. Mais en arrière, on est plus sûr? On va prendre celui-là. OK. Donc, on va prendre ce micro-là qu'on m'a averti. OK? Donc, si on a plus d'informations sur comment chercher tout ce qu'on va être capable de coder avec une regex, on va pouvoir le passer là. Il y a certaines petites limitations pour l'instant qui existent toujours dans le produit. Il y a certaines parties des regex qu'on ne peut pas utiliser, mais c'est quelque chose que je suis en train de compléter, là, le support de tous les possibilités des regex. Donc, j'allume ma machine. J'aurais peut-être dû faire un petit peu avant. Je ramasse mon câble HDMI.
et je regarde l'écran avec vous. Parce que. Oups. Est-ce qu'elle tourne? Oui. Ça y prend parfois un peu de temps à booter. Sûr que l'effet démo peut jouer contre moi aujourd'hui. C'est pas pire, j'ai un écran là-bas, ça va m'aider. Est-ce qu'elle y va? La bling? OK. Ah. Et je vais entrer mon mot de passe. QWERTY. Non, c'est pas ça. Ben, c'est ça. Ah, c'est mieux. Hey. Oui, effectivement, si ça serait juste ça le problème. J'ai mis une résolution un peu basse pour que que je tape des commandes que ça soit un peu plus gros. Première chose que je vais faire, c'est tout simplement de partir un petit script que j'ai ici. Tout ce qu'il fait, ce script-là, c'est qu'il part un petit tool qui envoie du data pour générer mon 10 gigs, pas tout à fait 10 gigs, là, mais 960 mégaoctets par seconde de cochonnerie. OK. Donc, je voulais être sûr qu'il était parti correctement. Et tout ce que j'ai à faire maintenant, c'est d'ouvrir mon Wireshark. Il cherche les interfaces. Il trouve les interfaces normales. Naturellement, il y a une carte réseau sur mon ordinateur. Mais il trouve aussi mes interfaces GPU, DPI. Il en trouve deux parce que les deux ports sont configurés pour ça. Présentement, j'utilise le GPU, DPI interface 1 pour envoyer du data. Donc, pour générer le trafic. Et on va utiliser naturellement le deuxième pour analyser ce trafic-là. Je sélectionne mon interface, puis je peux aller rentrer un filtre. Donc, on avait dit IP host. Êtes-vous capable de quand même lire à distance? Parfait. Donc, l'adresse du DNS, de toute manière, mon routeur ne passerait pas des requêtes qui ne vont pas à mon DNS. Le problème, c'est qu'on sait que le DNS risque de les renvoyer à un autre routeur qui est probablement corrompu. Donc, un petit N, parce que je vais vouloir utiliser donc, j'ai le port 53. Tout va bien. Je n'ai pas mis ma regex pour l'instant. Le traitement va quand même être fait. Je vais juste enlever ça dans mes poches parce que. OK. Le traitement va quand même être fait par la carte graphique. Le code du filtre est interprété par un petit logiciel, transforme ça en code CUDA ou en code OpenCL, dans ce cas-là, du code OpenCL, puisqu'on est sur Windows, et va compiler ce code OpenCL-là pour avoir un exécutable qui est exécuté par la carte graphique. Donc, je peux partir mon acquisition. Ce qui est parti. Oui. Donc, les paquets reviennent assez vite parce que veux pas, c'est des paquets que je générais puis que j'écrivais à la main dans un fichier texte. Ça fait que je n'ai pas fait 10 000. Là. Et on a les captures. Il y a des requêtes DNS qui semblent à peu près valides. Si on parle d'une requête vers google.ca, on ne peut pas vraiment suspecter ça. Si je descends un petit peu, merde, il me redéplace à chaque fois, c'est étonnant.
OK. Donc, OK, je vais redescendre encore. OK. On a des requêtes avec des noms de machines qui semblent un peu plus suspects, hein? Bon, j'ai ajouté un petit peu de suspicion en mettant un point rue au bout, mais faut pas me considérer raciste. Il y a des mauvaises personnes ailleurs aussi. Donc, si je vois un nom de machine qui ressemble à ça, je vais me dire, ça me semble pas un nom de machine réel. Il y a probablement quelqu'un qui a pris une partie de données, l'a encrypté, puis a garoché ça dans une requête. Donc, si je veux juste voir ceux-là, je vais changer ma règle. Ici, on voit ce que j'ai rentré. Donc, je vais aller taper au bout N, un nouveau N. In underscore IP. J'ai fait une erreur. Oh, cancel. J'ai peut-être accroché l'Enter sur un clavier lilliputien, là. Et je suis devant une bonne foule. Donc, in shift underscore IP, on ouvre le crochet pour dire qu'on commence une liste. Dans un crochet comme ça, je pourrais rentrer le mot texte pour dire je cherche du texte. C'est pas une regex, c'est vraiment si quelqu'un, si je vois ce texte passer là, je veux le catcher. Je peux utiliser des recherches binaires aussi, donc spécifier des strings binaires, ou encore utiliser des regex qui semblent plus intéressant. Regex, j'ouvre mon guillemet et je vais rentrer la regex dont je vous ai parlé tantôt, donc \W. Ouvre les crochets à partir de 15, j'avais dit, jusqu'à 250. Il ne sert à rien de chercher plus long que 250. Il y a une limite dans le DNS qui oblige à être en bas de 256. Là, donc. OK. Et je dis de commencer à l'offset 20 dans mes paquets IP pour faire la recherche. Donc, pas plus compliqué que ça. Il va utiliser cette regex-là. Donc, pour commencer, naturellement, il va faire les deux premières conditions. Donc, si j'ai un paquet qui s'adresse au 8888, qui est sur le port 53, soit qu'en entrée ou en sortie, on s'en fout, il va appliquer la regex. Puis, s'il trouve un match, le paquet va être capturé. S'il ne trouve pas de match, le paquet va être tout simplement laissé tomber dans la mémoire. Donc, là, je vais pouvoir faire un start. Il y a un petit délai au début, hein? Ça, c'est pour faire que le gars en avant se sente un petit peu mal pendant une fraction de seconde. Ça marche super bien. Non, c'est pas la vraie raison. C'est qu'il faut que je compile. Faut que la traduction du filtre en code CUDA, c'est pas trop compliqué, ou en code OpenCL. Mais après ça, il faut qu'il y ait une étape de compilation. Donc, j'appelle le compilateur de OpenCL pour faire l'exécutable qui va être envoyé sur la carte. C'est que tout ce que la carte graphique fait, c'est vraiment de vérifier ces conditions-là. Le IP, le ça. Naturellement, dans ce cas-là, c'est une démonstration hyper gentille pour la carte graphique, je parle. Parce que la majorité du temps, 99,9%, il vérifie si ça s'adresse à 8888, puis il dit non. Fait que le cœur GPU qui s'occupait de ce paquet-là dit bon, plus rien à faire, moi. Les autres continuent à travailler, mais il y en a plein de cœurs qui font absolument rien. Donc, on va donner un petit peu de marde à mon GPU. Je vais enlever les conditions en avant. Oups. Je vais juste le laisser le NIP. Enlever toutes les conditions. Là, je vais enlever l'espace aussi. Je vais même changer NIP. C'est pas assez méchant pour moi. Je vais dire ETHR, donc tous les paquets Ethernet, ce qui veut dire tous les paquets, vu qu'on est sur une carte Ethernet. Etherway. J'ai-tu fait une erreur de. Non.
Puis je vais laisser la même règle. Je vais être obligé de le mettre un peu plus gentil, je l'avoue. Donc, à la place d'aller jusqu'à la fin de tous les paquets, je vais juste chercher dans les 256 premiers bytes de chaque paquet. Parce que j'ai la carte à 500, pas celle-là à 2000. Ça fait qu'à un moment donné, elle finit par être un petit peu essoufflée. Donc, je vais y aller avec le 96. Donc, on voit qu'elle trouve les paquets qui correspondent vraiment au chiffre. Seulement, bon, les autres paquets, c'est des données générées au hasard, donc il n'y a pas de données qui matchent. Mais là, à ce moment-là, j'ai vraiment une carte graphique qui examine chacun des bytes de 40, de l'offset 20 à l'offset 296 sur tous les paquets sur un lien à 960 mégabits. Donc, il analyse le quart du trafic au complet, byte par byte, avec une carte qui m'a coûté à peu près 500 $. Je reviens à ma présentation PowerPoint pour conclure. Donc là, ça devrait aller plus vite. Lui, il est déjà booté. OK. Non? OK. Un peu triste. Prise 2. Vous avez un bel écran bleu. Je suis sûr que mon ordinateur fonctionne très bien. Donc, vous aviez une slide qui vous parlait justement du fait que la première démonstration était un peu trop gentille et qu'on allait la mettre plus compliquée en utilisant seulement l'expression régulière. Donc, c'était ce que je disais ici. Là, le GPU va travailler naturellement beaucoup plus fort. Je parlais des autres applications possibles. Naturellement, on peut s'en servir pour la capture. As-tu une solution pour mon écran? Ah, merci. C'est déjà beaucoup mieux. Donc, recueillir les statistiques complètes. Si jamais on voudrait faire des analyses, recueillir des statistiques, il n'y a rien qui empêche le GPU avec un code C qui recueille les statistiques qu'on veut et après ça, qui extrait, qui sort ces statistiques-là de la carte graphique. Aucun problème. Créer des routeurs logiciels si on veut. Naturellement, le problème ici, c'est la latence. Si on rajoute une latence de quelques microsecondes à chaque paquet sur un routeur, c'est un peu emmerdant, mais dans certains cas, bon, ça peut être correct. Balancer la charge en fonction du contenu des requêtes HTTP. Je suis capable, le GPU est capable d'analyser toutes les requêtes HTTP puis d'aller voir les URL. Donc, je pourrais dire certaines URL, certaines pages, je les envoie sur un serveur, certaines autres pages, je les envoie sur l'autre serveur. Naturellement, il faut que les requêtes aient été décryptées avant, naturellement, et on pourrait faire le décryptage des paquets. Ce qui s'en vient, c'est de supporter le 40 gigs, parce que c'est 10 gigs, c'est maintenant dans les centres de données un petit peu trop lent. Donc, on veut du 40, on veut du 100 gigs selon ce qu'on m'a dit. Donc, prochaine étape, 40 gigs. Pour l'instant, si ça vient d'une carte graphique, il faut que ça aille au complet sur la même. Si ça vient d'une carte réseau, il faut que ça aille au complet sur la même carte graphique. Donc, là, je veux, dans les prochaines versions, pouvoir utiliser plus qu'une carte graphique. Donc, mettre deux cartes graphiques à 500 $, on sépare le trafic entre les deux, puis on peut utiliser les deux cartes au lieu d'en utiliser seulement une. À utiliser le support Unicode pour les regex, qui peut être intéressant, puis permettre d'utiliser la carte réseau pour aussi se connecter au réseau, donc s'en servir sur un serveur pour aussi se connecter, mais avoir le GPU qui fait l'analyse aussi dans le même serveur, ça pourrait être quelque chose qui serait intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Vous avez dit que c'est quasiment plus sur des cartes Intel. C'est quoi la limitation exacte pour continuer sur des cartes Intel? Présentement, c'est que je suis obligé de réécrire le driver de la carte Intel parce que par défaut, le driver de la carte Intel veut envoyer ses données dans la mémoire de l'ordinateur.
Moi, je suis obligé de modifier ce driver-là pour envoyer ces données-là dans la mémoire de la carte graphique. Ça fait que pour l'instant, c'est que j'ai juste modifié les drivers Intel. Il n'y a pas de limitation. Je pourrais le prendre avec d'autres cartes, une carte Mellanox ou une carte Broadcom ou autre. Naturellement, Intel rend disponible leur source pour les drivers Linux, rend disponible toutes les spécifications de leur chip réseau. Donc, c'est un peu plus facile de le faire pour Intel pour commencer. Mais il n'y a pas de problème à supporter d'autres cartes. Ce que ça prend, c'est du temps. Supporter une nouvelle carte Intel, c'est environ un mois de développement logiciel là, pour vérifier, modifier le driver et faire les tests puis s'assurer que tout fonctionne bien. Oui. Je vais vous donner le micro pour. OK. J'aurais une question. Dans le fond, vous avez dit avec OpenCL puis les cartes AMD, et c'est juste limité sur Windows. Est-ce qu'il y aurait une possibilité de faire que le driver marche sur Linux avec les cartes AMD? Non, c'est plate à dire, mais les cartes AMD ont une extension qui permet à d'autres cartes d'écrire dans leur mémoire, mais cette extension-là ne fonctionne juste que sur Windows. C'est AMD qui a choisi ça, de le faire comme ça. Puis NVIDIA a une technologie similaire qui permet à d'autres cartes d'écrire dans la mémoire de leur carte graphique, mais cette technologie-là est seulement supportée sur Linux, dans le cas d'NVIDIA. C'est que je suis pris pour utiliser des cartes NVIDIA sur Linux et des cartes AMD sur Windows. Personnellement, je préfère travailler sur Windows. Question d'habitude. Donc, il n'y a pas de problématique. Puis, il y a un autre avantage aux cartes AMD, c'est que pour puissance égale dans ce que je fais, les AMD sont à peu près la moitié moins chères. Donc, pour avoir à peu près la même puissance sur Linux, j'ai besoin d'une carte qui vaut à peu près 1000 $ d'NVIDIA, alors que j'ai une carte de 500 $ sur Windows. Donc, ça fonctionne dans les deux cas. Même dans certains, en tout cas, tout dépendant des types de charges aussi, on pourrait avoir des avantages sur une ou l'autre des cartes différentes, mais pour l'instant, c'est comme ça. Oui. C'est vous? La prochaine version que vous voulez mettre sur le serveur, est-ce qu'on peut faire l'équivalent? Actuellement, tout le trafic passe dans le CPU de la carte, puis vous en prenez une qui envoie dans la mémoire de la carte vidéo. Oui. On peut faire l'équivalent d'un genre un port-span comme on fait dans les switches, faire juste une recopie. Pour envoyer aux deux, finalement. Oui. Ce que je pensais faire à l'origine, c'était d'avoir tout le trafic qui va vers la carte graphique. Et après ça, la carte graphique décide qu'est-ce qui passe vers le CPU ou pas. Ça, c'est l'idée originale. Pour donner la chance à la carte graphique de dire « Oh, ça, c'est une menace, puis je veux pas qu'il passe. » Mais oui, il y a moyen de faire un port span en disant que tous les paquets vont être envoyés aux deux. C'est sûr que la carte réseau va quand même envoyer tout vers la carte graphique. C'est juste que la carte graphique va être obligée de faire un DMA pour ensuite, par groupe de 64 paquets probablement, parce que bon, ça va être plus pratique dans ce sens-là, d'envoyer vers la carte mémoire, dans la mémoire du PC pour aussi envoyer vers le système d'exploitation. C'est que oui, c'est possible d'avoir un span. Il va y avoir une petite perte de performance, par exemple, à ce moment-là, justement à cause de la recopie qui va être faite dans les deux sens. La recopie ne devrait quand même pas être si pire parce que ça va être une recopie faite par gros blocs de données. Donc, c'est moins pire que si on ferait une recopie par paquet seulement. On va faire une recopie par bloc de 32 ou 64 paquets, minimalement, peut-être un peu plus là même. Fait que oui, c'est possible. C'est pas prévu dans la prochaine version, par exemple. Mais c'est quelque chose qui est possible. D'autres questions? Merci beaucoup.